Souvent ramasser quelque chose en circulation, oui, ça ne vous appartient pas, mais vous ramassez la chose et vous décidez de la garder au lieu de chercher à remettre à son propriétaire. Sachez qu'on appelle ça appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Oui, c'est juridique et c'est puni par la loi. Et nous allons voir tout ça, en tout cas les aspects dans lesquels on peut parler d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui avec Olivier Kabore aujourd'hui dans la rubrique questions de droit. Avec lui, on va savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on ramasse notamment une chose qui ne nous appartient pas ou de l'argent ou autre chose qui ne nous appartient pas en circulation. Qu'est-ce qu'il faut en faire pour éviter d'avoir les problèmes? Ça sera tout à l'heure. Mais bien avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée aujourd'hui par Alphonse Ouedraogo, suivi bien sûr de la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, c'est le club UNESCO qui sera là pour nous parler des activités à venir de ce club-là. Alors, c'est depuis Koudgou également que nous vous présentons cette aventure. C'est l'occasion pour nous de dire Nibero à tous ceux qui nous suivent depuis Koudgou. On dit merci de votre fidélité. Nous sommes installés au palais d'Issouka de Koudgou pour cette semaine. Alors, bienvenue et bonjour à tous. Merci de votre fidélité. La première rubrique, c'est à la découverte d'eux. Donc, lui, il a décidé de faire de son palais royal un site touristique en même temps. Et il a construit en alliant modernité et puis bien sûr tradition parce que c'est un palais qui a été construit à niveau et puis notamment avec des décorations spécifiques. Et puis, vous allez voir que c'est construit à niveau mais en banco, donc avec le matériel de chez nous. Il s'agit notamment de Nabasaga Ier, chef d'Issouka, qui a eu la vision de faire de son palais un site touristique en même temps. Raison pour laquelle, en plus justement du palais, il a créé à côté le musée Ragimi. C'est un musée notamment qui valorise donc les aspects traditionnels, culturels et coutumiers du Burkina Faso. Au sein de ce musée, par exemple, vous allez voir une maison où c'est vraiment la chaîne du coton qui est présentée. Une autre maison où ce sont des photos des anciens de Koudgou qui sont exposés. Une autre maison où vous aurez les masques à visiter. En tout cas, c'est autant d'aspects que vous pouvez découvrir au niveau du musée Ranimé du palais royal d'Issouka. Mais également, vous pouvez découvrir le palais Masmé, donc qui est composé de plusieurs couloirs. Bon, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse voir ça à l'image et en témoignage concernant bien sûr la rubrique à la découverte de. Nous sommes à Koudgou, plus précisément dans l'un des quartiers les plus anciens de Koudgou. Il s'agit de Issouka pour découvrir le palais Masmé du chef d'Issouka. Alors, je suis arrivé au Burkina au mois de mai 2002. Je suis de nationalité française. Je suis arrivé à Issouka au mois de novembre 2006. Nava a fait des études en France, dans une ville qui s'appelle Bordeaux, qui est la ville où je résidais. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés, c'est là que nous nous sommes connus. Et quand je suis venu, moi, au Burkina, donc en 2002, on a refait contact. Et lorsqu'il a été intronisé, qu'il s'est installé à Koudgou, c'est là qu'il m'a demandé de venir l'aider à mettre en place ce que vous voyez. Les premiers travaux qui ont été faits, c'est au niveau du musée. Et le musée a été inauguré le 17 juillet 2010. Ensuite, la place Nabagogo, elle a suivi, elle était dans la foulée, donc c'est là que Naba fait sa fête traditionnelle, fait Nabasga. Et le palais, la construction du palais a commencé au mois de décembre 2010. Et là, nous en sommes à la fin pratiquement avec les peintures intérieures et les finitions. On a voulu faire quelque chose de particulier, d'original et quelque chose d'attractif. Voilà, donc vraiment, ce qui devient le pôle attractif, c'est le palais. Le palais qui est quand même une bâtisse qui n'est pas ordinaire, quelque chose que l'on ne trouve pas couramment au Burkina. Donc il devient un lieu de visite. Et les gens soit qui en ont entendu parler, soit qui ont vu à la télé, ont tendance à venir voir en réalité, dans le réel, comment ça se passe. Donc le palais est un pôle d'attraction, mais il y a aussi toute l'activité que l'on mène autour. L'espace est assez vaste et on génère donc des
des manifestations, on héberge d'autres manifestations. Il y a ce que nous faisons par nous-mêmes, mais il y a comme le SLAC par exemple, le salon du livre africain de Koudougou, que nous menons en collaboration avec M. Ili, qui en est le promoteur, qui, par l'intermédiaire des médias, est devenu un événement qui est nationalement connu. Donc tout ça, ça crée des pôles d'intérêt et ça fait qu'on devient un centre et un lieu visité. Et les visiteurs qu'on reçoit sur le site sont tous les visiteurs. Les Européens, les nationaux. On a une orientation vers les enfants, les écoles, les étudiants. Ça, c'est vraiment les lieux avec lesquels on travaille. Ce sont nos cibles parce que en termes d'histoire, c'est eux qui vont acquérir un maximum d'informations et qui vont faire que l'oubli va devenir un peu rare. Nous avons eu en 2019 8493 visiteurs, avec une grande majorité de nationaux. Là, les Occidentaux représentaient 370 visiteurs. Nous avons été félicités par le ministre de la Culture pour être le musée qui a accueilli le plus de visiteurs cette année-là. On doit être à environ 3000 visiteurs, mais il faut dire que ce qui nous a quand même pas mal perturbé dans notre travail et dans la réception des visiteurs, c'est le Covid, qui nous a obligés de fermer le site pendant un peu plus de 2 mois, et qui fait que tous les visiteurs étrangers ne viennent plus, mais on est reparti avec une bonne fréquentation. Il y a pas mal quand même de visiteurs internes, burkinabés là, qui viennent, et ce qui fait qu'on n'aura pas les chiffres de l'année dernière, mais si on exclut la période qui fait qu'on a été fermé, on devrait se trouver à peu près dans le même volume de visiteurs. Le prix de la visite, c'est 2000 francs par personne. Mais nous avons des tarifs que l'on applique pour les étudiants, donc demi-tarifs. Lorsque ce sont des groupes qui viennent, nous avons aussi des tarifs que l'on applique pour les groupes. Mais ça, c'est en fait le tarif officiel, c'est 2000 par personne. Et après, le reste, c'est en fonction de la situation que l'on va appliquer le barème dégressif. Alors, si on parle des revenus propres aux visites, on est très déficitaire. C'est pas, le site couvre à peine les frais qu'il génère, puisqu'il y a quand même des frais en termes d'électricité, d'eau, de téléphone, d'entretien, qui ne sont pas toujours couverts par les revenus que nous avons. Donc souvent Nama est obligé de mettre un peu la main à la poche pour aider. Mais l'objectif, c'est à travers certains éléments qu'on a ajoutés, comme la salle de conférence, les chambres, les hébergements qui sont en cours de construction, c'est d'arriver à générer un revenu qui nous permettra d'être autonomes et permettra au site de vivre comme il faut. Patrick Rossi, coordonnateur du musée ranimé, donc du Palais Royal Masme d'Issouka. Alors cette semaine, nous découvrons justement ce Palais Royal d'Issouka qui est en même temps un site touristique que vous pouvez découvrir dans le quartier Issouka. Merci de votre attention. Et par rapport justement à ce palais, il faut dire qu'il y a cette information pour vous. Vous avez pu voir la bande-annonce, l'émission spéciale Bonjour le Faso qui va se passer en direct donc du Palais d'Issouka. Ça sera vendredi à partir de 7h30 en direct, comme vous avez l'habitude de regarder cette émission. Donc, on va vous inviter à être fidèles et puis nous allons vous proposer donc de regarder la bande-annonce de l'émission.
Bonne nouvelle, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. À l'occasion du Nabaska de Nabasaga 1er, chef d'Issouka, nous avons décidé de vous proposer un numéro spécial de cette émission. Alors, rendez-vous le 31 janvier 2025 à partir de 7h30 sur Savan TV pour suivre un numéro spécial Bonjour le Faso en direct du palais Masmen de Nabasaga 1er. Alors, ne ratez surtout pas le rendez-vous. Et comme nous avons le plaisir d'être avec Nabasaga 1er, chef d'Issouka, nous allons bien sûr passer aux salutations. Bonjour à vous, Naba. Bonjour, madame la journaliste de Savan Média. Et merci d'être venue à Issouka, à Koudougou. Merci à vous. Alors, Naba, nous serons là pour une émission spéciale donc à l'occasion de votre Nabaska. Quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs de Savan TV? Mon message est simple. Pendant 20 ans de ma chefferie, j'ai donné du temps aux enfants afin qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la culture. Et j'ai donné aussi du temps à la communauté. Donc le thème c'est 20 ans au service des enfants et de la communauté. Je serai très heureux de vous avoir à mes côtés pendant tous ces jours et que le jour du 1er février, vous puissiez vivre grâce à Savan Média mes sorties, mon message et tout ce que j'ai à dire au peuple burkinabé afin que la culture puisse aider à consolider la paix, à faire en sorte que le développement se fasse sans égratignure, en prenant en compte un peu tous nos besoins depuis la tradition jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à vous, Nabasaga 1er. Je rappelle que Nabasaga est le chef d'Issouka. Nous, on se donne rendez-vous vendredi à partir de 7h30. Donc, vendredi 31 janvier à partir de 7h30 jusqu'à 9h pour vivre un numéro spécial de Bonjour le Faso depuis, bien sûr, le palais d'Issouka. Allez, merci les téléspectateurs et à vendredi. À vendredi. Merci beaucoup à Nabasaga 1er, chef d'Issouka, pour l'hospitalité. Dimanche dernier, nous y étions. En tout cas, il nous a bien accueillis ainsi que l'équipe donc du palais Masmen d'Issouka. En tout cas, rendez-vous vendredi prochain pour le direct depuis le palais. Et je rappelle que c'est à l'occasion de son Nabaska qui aura lieu samedi prochain. Quant à nous, on poursuit en attendant sur ce plateau et Alphonse est bien installé pour nous informer à travers la revue de presse sur... on va feuilleter les journaux ensemble avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour. Bonjour à toi Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. L'actualité est marquée aujourd'hui par le meeting d'hier, je suppose. Naturellement. Et je commence avec le journal Le Pays sur ce sujet, titre « Retrait de l'AES de la CEDEAO, le divorce consommé ». Des Burkinabés crient de joie. La CEDEAO, c'est l'une des cordes de notre asservissement qui a été coupée, déclare donc le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo lors donc de ce meeting d'hier. Toujours avec le journal Le Pays, Tombola Minute plus de la Lonabé, Désiré Kiendre Biogo remporte le gros lot de 3 millions de francs CFA. Tirage au sort Cannes Maroc 2025. Nous ne pouvons pas espérer mieux, déclare donc le journaliste sportif Lassina Sawadogo. Et toujours sur le même sujet, David Belemnaba, agent de la fonction publique, déclare que les étalons sont maîtres de leur destin. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit « Vaccination contre la fièvre typhoïde à Yamba ». Kangoumi, 3 prêtres main forte au personnel de santé. Actu Sport, Cannes Maroc 2025, le Burkina ouvre le bal le 24 décembre contre la Guinée équatoriale, écrit Le Pays. Un autre quotidien, c'est le journal Sidoya. Sidoya, dans sa parution du jour, affiche 1 du retrait des pays de l'AES, la CEDEAO. Des décisions indiquent déjà que l'AES est un espace de souveraineté, déclare donc Bassolma Bazier, président de la Commission nationale de la Confédération. Montée des couleurs AES, une nouvelle ère de l'espace confédéral, écrit Sidoya. Des match-meetings pour soutenir cette décision courageuse sont donc rapportés par le journal Sidoya dans sa parution du jour. Reconquête du territoire national, le chef d'état-major de l'armée de terre encourage les forces armées, les forces combattantes à Pama, écrit Sidoya. Mercure, dans cette rubrique,
Le journal annonce qu'une nouvelle dynamique sahélienne est en cours. Un autre quotidien, c'est le journal Le Quotidien. Le Quotidien, à sa une ce matin, écrit A1 de l'AES, forte mobilisation d'adieu à la CEDEAO. Sur le même sujet, le Premier ministre déclare que la CEDEAO est l'une des cordes de notre asservissement qui a été coupée. Pendant ce temps, des partis politiques apportent leur soutien aux dirigeants de l'AES. Tombola Minute Plus, Désiré Kiendrebeo décroche 3 millions de francs CFA. Le journal L'Observateur parle, lui, nous annonce que les Wahïens ont exhibé le cercueil de la CEDEAO. Et sur le même sujet, le journal écrit « Le drapeau de l'AES flotte désormais aux affaires étrangères ». Le retrait de l'organisation sous-régionale, le sort en est donc jeté, c'est Ali dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Cancer de la prostate, éjaculer fréquemment, est-il à prévenir la maladie? Se demande donc le journal dans sa rubrique Carnet de santé. Tombola Minute Plus, Désiré gratte 3 millions de francs CFA, écrit le journal. Tirage au sort Cannes 2025, les Burkinabés entre espoir et prudence. Retour sur les multiples sorties de route diplomatiques de Macron. Un président ne devrait pas faire ça, déclare donc, c'est un écrit à lire dans ce journal. L'Express du Faso, ce quotidien Bobolaire, dans sa parution du jour, nous parle du meeting de retrait de l'AES de la CEDEAO d'hier à Bobo du Lasso. Bobo réitère son engagement à soutenir l'AES, écrit le journal. Forte mobilisation à Ouo, c'est toujours au niveau donc à l'ouest du Burkina Faso, à Ouroudara. C'est pour notre souveraineté, déclare donc les partisans qui sont donc sortis. La CEDEAO enterrée à Ouaga, écrit le journal. Dans sa rubrique, autant le dire, le journal écrit après les meetings, rendez-vous sur les chantiers du développement. L'ONG Sous-Sol, Nous-Sol et Akili Sigui en font leur cheval de bataille. Ils nous parlent donc de l'accès des personnes vulnérables à l'eau potable. Cannes Maroc 2025, étalon, c'est votre année. Encourage donc le journal. Pour terminer avec le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, on peut lire divorce AES-CEDEAO jour J, jamboree de consentement et de confirmation à Ouagam. Esprit punitif sort de là, écrit le journal. Dans sa rubrique News du jour, on peut lire crédit de 150 millions de dollars de la Banque mondiale au Burkina. C'est un autre titre du journal. Divorce avec la CEDEAO, manif à Niamey aussi. Succès Masra accepte la méthode de débit fils, c'est au Kiada, écrit le journal. Les ambassades de France, des États-Unis, de la Belgique et du Rwanda, victimes collatérales, se demande le journal. Et après donc les saccages d'hier. Pour terminer, dans ce journal, on peut toujours lire coopération parlementaire. L'ambassadrice des États-Unis présente ses civilités au président de l'ALT. Merci bien pour ces titres. Et puis naturellement, on revient sur le sujet qui a marqué l'actualité hier au Burkina. Donc c'est fait, la sortie de l'AES de la CEDEAO est consommée, depuis hier en tout cas. Oui, depuis hier, cette annonce de sortie a pris effet. Donc, ce qui veut dire que la CEDEAO et l'AES, c'est désormais deux entités différentes. Ces trois pays qui avaient donc annoncé leur retrait, c'est désormais effectif. Donc, pour en tout cas célébrer cette décision courageuse au niveau donc, des trois pays de l'AES, vous avez donc suivi la manifestation, des meetings de soutien, de commémoration à la place, que ce soit à la place de la Nation, à Boulasso, à Ouaïguia, à Guibo, à Pama, à Fara, un peu partout au Burkina Faso. Des gens ont donné de la voix pour en tout cas affirmer leur adhésion, leur soutien donc à la décision de ces trois chefs d'État
des 3 pays de quitter donc la CEDEAO et de se retrouver au niveau de l'Alliance des États du Sahel. Donc pour ces populations, c'est une décision courageuse qui mérite d'être soutenue. Et encore, il faut réaffirmer le soutien parce que ce n'est pas encore fini. Comme l'a dit le Premier ministre, cette sortie de la CEDEAO, ce retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, est une des cordes de l'asservissement qui a été donc coupée. Sinon, il existe bien d'autres qui nécessairement dans les jours à venir, dans les prochains mois, il va falloir donc prendre d'autres décisions parce que se détacher de l'impérialisme, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas en un coup, mais c'est de façon continue et de façon éveillée que nous devons mener donc le combat. Donc je pense que ceux qui sont sortis ont compris parce qu'ils ont réaffirmé leur soutien aux autorités donc des 3 pays et ils ont même demandé à ce que ces 3 pays commencent très rapidement à battre leur monnaie, la monnaie au niveau de l'AES, parce que pour ces populations, on ne peut pas dire que nous quittons la CEDEAO et nous rester encore dans cette moule qui est que nous partageons toujours certaines valeurs pour la population qui est sortie. Il faut aller au-delà. Et je pense que les chefs d'État l'ont compris au niveau de l'AES. Ils ont compris, mais peut-être que les jours à venir, d'autres décisions courageuses seront donc prises, que ce soit au niveau sécuritaire ou au niveau économique. Je pense qu'il y aura d'autres annonces encore plus alléchantes. Surtout que aujourd'hui, il est maintenant question du partage de l'héritage au niveau de la CEDEAO. Vous savez que cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, étant donc dans cette communauté-là, nous partagions certaines choses sur le plan administratif, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, mais dès lors que nous avons claqué la porte, et dès lors que cette annonce a pris effet, ce qu'il y a à faire, c'est maintenant de discuter de communauté à communauté, du partage de l'héritage, parce que nous avons des biens économiques, des biens et services, nous avions eu à partager des projets communs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Voilà. Donc, désormais, c'est cette question-là qui sera donc débattue de communauté à communauté. Et justement, la CEDEAO aussi ne s'est pas fait attendre. Tout à fait. La CEDEAO, vous savez que il y a la commission de la CEDEAO qui, en tout cas, assure la permanence au niveau de la CEDEAO, au niveau administratif et bien d'autres, la suivi donc des projets. Et après que l'annonce de sortie de ces 3 pays ait pris effet, très rapidement, la commission de la CEDEAO a produit donc un communiqué ce matin. Sur sa page Facebook, comme on a pu lire, et que la commission prend acte de ce qui vient de se faire, parce que cette commission n'est pas l'organe délibérant. Il s'agit donc de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui peut en tout cas, au cours d'un sommet, d'une grande réunion, adopter des grandes décisions et en tout cas décider de donner des orientations. Mais déjà, la commission de la CEDEAO, dans son communiqué, dit donc prendre acte, voilà, et elle annonce que le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ce jour, le 29 janvier 2024. Toutefois, l'esprit de solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur de la population et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes, ça reste toujours en vigueur. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque plus loin, la Commission dit que de reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, du Niger et du Mali.
Jusqu'à preuve du contraire, la CEDEAO reconnaît toujours ces documents-là détenus par les citoyens de ces 3 pays. L'autre chose, c'est que la Commission ajoute qu'elle continue, que de continuer à accorder aux biens et services provenant donc des 3 pays concernés le traitement prévu. Donc c'est sur le plan commercial, voilà les facilités qu'il y a. Ces 3 pays doivent toujours bénéficier, surtout les populations. L'autre chose encore, c'est permettre aux citoyens des 3 pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre des droits de circulation, de résidence et d'établissement sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO en la matière. Il y a aussi, elle a demandé d'apporter aux fonctionnaires, elle a annoncé apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leur mission pour la communauté. Donc, contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas pour l'instant une décision de licenciement des fonctionnaires de ces 3 pays-là au niveau de la CEDEAO. Donc, elle continue d'apporter un soutien comme il se doit et de coopérer comme il se doit, voilà, au niveau donc de la communauté. Donc, c'est pour dire que comme la Commission n'est pas l'organe qui peut prendre vraiment des décisions en tant que telle, il faut attendre que la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la CEDEAO, se réunit et que adopte donc des décisions dans ce sens. Bien noté, Alphonse. Allons maintenant au Congo. Oui, allons maintenant. Pour prendre les nouvelles. Hier, c'était vraiment chaud, comme nous le disions hier. Au cours de la journée, il y a eu des échauffourées. Et ça s'est beaucoup passé au niveau des enceintes diplomatiques. L'ambassade de la France qui a été donc saccagée ou brûlée. Les États-Unis, l'ambassade des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda. Donc, c'est ce qu'on a pu voir hier selon donc les agences de presse congolaises. Ce qui veut dire que la population qui est sortie accuse, et surtout la France, son inactivité, de ne pas être actif, de ne pas être du côté du peuple congolais, parce que les populations qui sont sorties estiment que la France est de mèche avec les rebelles, le M23. Sinon, ce qui s'est passé à Goma ne pourrait pas se faire, en tout cas sans un soutien quelconque, sans un soutien des complices. Donc, si le Rwanda, son ambassade qui se trouve au Congo, a été visitée et saccagée, c'est pour dire que le fait que les autorités congolaises indexent les autorités rwandaises, c'est ça qui a motivé vraiment les manifestants à se diriger donc vers l'ambassade du Rwanda au Congo. L'ambassade de la France a été visitée et saccagée, les États-Unis également. Et d'ailleurs, ce sont ces pays même qui avaient déjà demandé à leur ressortissants de quitter le pays. C'est comme s'ils le savaient. Donc, la situation est tendue. C'est vrai, les autorités congolaises peuvent estimer que elles n'y sont pour rien, mais en réalité, ce qui s'est passé va obliger ces autorités congolaises à prendre certaines décisions. Parce qu'il y aura des répercussions sur ces relations, leurs relations avec les pays dont les anciens diplomatiques ont été saccagés, visités. Donc aujourd'hui, la situation s'enlise sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, parce que le M23 aussi ne se désarme pas. Et surtout que c'est des accusations. Le Congo qui a rappelé ses diplomates en poste au Rwanda pour manifester son mécontentement parce que les autorités accusent le président, les autorités rwandaises comme étant des soutiens au mouvement M23. Et c'est dans cette situation aussi que les deux présidents doivent se rencontrer. Et ça sent le Fennec, je le dis, ça sent le Fennec parce que ces autorités, leur rencontre avait été annoncée avant les événements d'hier. Donc on pouvait estimer que la rencontre allait être possible et fructueuse si ce qui s'est passé hier ne s'était pas passé. Mais étant donné que nous avons assisté hier au saccage des ambassades,
ça va durcir le ton. Serait une rencontre dans un climat délétère. Et j'imagine que la montagne risque d'accoucher une souris parce que ce qui va se passer, ça va être difficile. Comment les deux chefs d'État vont se regarder, étant donné que le Congo a déjà rappelé ses diplomates, étant donné que l'ambassade du Rwanda a été saccagée, est-ce que véritablement le président kenyan, qui en tout cas essaie de faire des pieds et des mains pour concilier les deux parties, est-ce qu'il va arriver à le faire? On ne le sait pas, mais toujours est-il que l'espoir est mince. Ouais. On espère, et beaucoup de courage, on espère en tout cas que ça va s'améliorer. Beaucoup de courage au peuple congolais. Merci. Et puis, vivement la paix. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Nikiema. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps, l'heure de la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Ankirzome Delphéien. Il est le président de la Fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO. Bonjour Monsieur Ien. Oui, bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Madame Katia Napon, responsable chargée des finances de la Fédération. Bonjour. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, Monsieur Ien, si ce n'est pas indiscret, est-ce que je peux savoir la signification de votre prénom Ankirzome? Ankirzome veut dire qui a pour totem les injures. Qui a pour totem les injures. Voilà. Autrement dit, qui est irréprochable. Voilà. Qui est irréprochable. Ok, super, c'est un beau prénom. Alors, découvrons d'abord la fédération. On entend souvent parler de club UNESCO, mais la fédération burkinabé des associations et clubs pour l'UNESCO, pas tellement. Donc, depuis quand vous existez et quels sont vos objectifs? Alors, merci Madame, merci au groupe Savane, groupe Média, qui nous fait l'honneur de nous recevoir sur son plateau ce matin. Par rapport au club UNESCO, alors ce sont des associations qui existent dans les établissements et dans les universités. Oui. Et la Fédération burkinabé des associations clubs pour l'UNESCO est la structure fêtière qui regroupe ces clubs UNESCO-là. Et ce sont des clubs qui travaillent pour la promotion de la paix, pour la cohésion sociale. Donc, c'est un peu notre domaine d'activité que nous faisons avec les clubs. Et donc, depuis 1985, la Fédération burkinabé des clubs, des associations et clubs pour l'UNESCO existe. Mais le club existait avant la fédération. Donc le tout premier club va être créé en 1974, précisément à Banfora, au collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc c'est plus tard que ces structures, ces associations vont se retrouver pour mettre en place la structure fêtière qui est la fédération. D'accord. Alors, qui regroupe notamment ces différents clubs-là et associations pour l'UNESCO. Monsieur Ien, parlons maintenant des objectifs. Quels sont les objectifs de cette fédération? Alors, l'objectif qui est assigné à cette fédération, c'est justement de pouvoir suivre les activités des clubs dans les établissements, dans les universités. Mais je précise aussi qu'il y a des clubs qui ne sont ni des clubs scolaires, ni des clubs universitaires, mais des clubs, ce qu'on appelle les clubs civils. C'est-à-dire des gens peuvent se retrouver dans la société civile comme ça pour créer un club UNESCO. Et donc, notre travail, c'est de coordonner les activités de ces clubs-là sur le terrain et de faire de telle sorte que les idéaux de l'UNESCO, qui sont des idéaux de paix, soient réalisés dans notre pays à travers justement les activités qui sont menées et qui sont focalisées sur la paix. C'est-à-dire toutes les activités qui sont organisées sont des activités qui concourent à la réalisation de la paix, du vivre ensemble dans la société. Donc c'est inculquer
des valeurs de citoyenneté, des valeurs de civisme, de démocratie, etc. Voilà, au niveau des membres. Super. Madame Napon, est-ce que vous avez d'abord milité dans un club UNESCO avant de faire partie de la fédération aujourd'hui? Merci, madame. Et effectivement, dans les clubs UNESCO, on évolue en grimpant les échelons. Ah, d'accord. Oui, parce que moi, j'ai milité d'abord dans les clubs UNESCO. C'était où? En tant que membre de base à Koudougou. À Koudougou, ok. Voilà, donc j'ai commencé en 2002. Voilà, j'étais au lycée. Oui. Okay. Et j'ai gravi les échelons. Je suis passée dans un bureau, présidente du club de UNESCO, de l'établissement qu'on appelle lycée municipal de Koudougou. D'accord. Voilà. Et après, je suis passée à l'université. Et j'ai été également la première présidente du club UNESCO de l'université du Koudougou. Et après, je suis arrivée au niveau du conseil provincial. Okay. Parce qu'au niveau des clubs UNESCO, il y a les clubs de base. Et il y a les clubs de base qui regroupent les clubs scolaires et les clubs universitaires. Et le conseil provincial qui coordonne les activités des clubs de base au niveau provincial. Et maintenant, la fédération qui, elle, coordonne toutes les activités et des conseils également des clubs de base. Ah oui. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué. C'est ça. Généralement, rappelez-nous quelles sont les activités que les clubs UNESCO organisent au sein des établissements. Ok, merci. Le président vient de dire ici que nos activités sont basées essentiellement sur la promotion de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et donc, cette promotion de la paix et du vivre ensemble, ça se fait à travers la formation. Au niveau des clubs UNESCO, tout ce que nous faisons rentre dans l'acte constitutif de l'UNESCO qui dit les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et les défenses de la paix, comment on doit les élever? À travers la formation, inculquer aux jeunes comment est-ce qu'il faut se comporter, comment faire pour accepter l'autre, comment faire pour ne pas frustrer l'autre, respecter la différence de l'autre. Voilà. Donc, et pour justement pouvoir respecter en fait cet objectif ou bien cette vision, je sais qu'il y a des activités socioculturelles que, par exemple, les clubs UNESCO organisent. Étant passé aussi dans les établissements et universités, on a souvent des soirées culturelles. Moi, je sais que, par exemple, à l'université de Ouaga, Joseph Kizerbo, aujourd'hui, quand j'étais dans une troupe théâtrale, on nous invitait, par exemple, pour des prestations théâtrales lors des soirées culturelles. Vous n'avez pas évoqué tout ça. Voilà pourquoi j'insiste sur vraiment... on comprend votre vision, mais comment vous matérialisez ça en termes d'activité? Ok, effectivement, vous avez raison. Il y a le domaine éducation, le domaine promotion de la culture. Et promotion de la culture, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Il y a de la diversité culturelle. On a la découverte de tout ce que nous avons comme patrimoine culturel au Burkina à travers des sorties découvertes. On a également les activités culturelles dont vous venez de parler. Et les activités culturelles, c'est quoi? Il y a les troupes la troupe théâtrale, il y a des troupes de danse au sein des clubs. Voilà. Et souvent, pour des soirées culturelles, vous invitez aussi des troupes amies. Exact. Moi, je connais un peu quand même vos activités. Pour revenir maintenant à ce pourquoi vous êtes là, vous organisez la nuit des ambassadeurs de paix. De quoi s'agit-il, monsieur Ien? Alors, la nuit des ambassadeurs de la paix est une activité qui rentre dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire des clubs pour l'UNESCO au Burkina Faso. Je disais tantôt que c'est en 1974 que le premier club a été créé à Banfora. 2024, ça fait 50 ans que le club UNESCO existe.
Donc, nous avons ouvert les activités qui continuent et c'est la clôture qui aura lieu le samedi 1er février. Et donc, la nuit des ambassadeurs de la paix est une activité d'hommage pour nous, pour remercier les dévanciers, les pionniers qui ont construit ce mouvement depuis 1974 au Burkina. Et on va dire qu'ils ont tracé le chemin pour nous aujourd'hui, pour dire merci à ces aînés-là, dire merci aussi aux sympathisants, dire merci aux partenaires qui nous soutiennent dans la réalisation de nos activités. Donc c'est une soirée culturelle, soirée d'hommage comme j'ai précisé tout à l'heure. Il y aura une série d'activités puisqu'il y a un programme. Donc c'est pour dire merci à ceux qui nous ont qui nous ont soutenus et qui ont construit ce mouvement-là pour que nous aujourd'hui nous soyons à la tête de cette fédération. Un cinquantenaire qui se commémore à travers les activités. Vous avez dit que vous avez déjà eu à faire certaines activités avant la nuit des ambassadeurs de paix. Qu'est-ce que vous avez mené comme activité déjà, Madame Napon? Ok. La première activité a été une conférence de presse qu'on a organisée, voilà, pour annoncer en fait la célébration du cinquantenaire. Et il y a eu d'autres activités connexes qui ont été, donc entre autres la prise de contact et le repérage de tous les devanciers, les aînés comme on aime les appeler, voilà, pour essayer d'avoir un peu leurs sentiments au jour d'aujourd'hui par rapport à leur passage dans les clubs pour l'UNESCO. Et nous avons également eu un don de sang que nous avons fait à Banfora, parce que comme c'était la 50e année, nous avons pour coutume d'organiser chaque année un grand chantier de reboisement et d'activités communautaires dans une province en fait du Burkina. Et cette année, pour respecter les 50 ans, nous sommes allés le faire à Banfora. Voilà. Et donc, le grand chantier rentre également dans les activités de célébration des 50 ans d'existence des clubs pour l'UNESCO. Vous avez parlé de repérage, de contact avec les anciens de l'UNESCO, enfin les anciens des clubs UNESCO, pour notamment les faire ambassadeurs de paix, je suppose. Quels sont peut-être les critères qui ont valu leur choix, Monsieur Ien? Pourquoi vous les avez choisis pour faire ambassadeurs de paix? Oui, le choix est basé sur leur action, sur la contribution, ce qu'ils ont fait pour permettre à notre mouvement d'exister. 50 ans, comme on le dit, c'est pas 50 jours. Donc, dans la vie d'un mouvement, d'une structure, souvent, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas un long fleuve tranquille, comme on le dit. Donc, si le mouvement existe toujours, ça veut dire que des gens ont fait des efforts pour permettre à ce mouvement de continuer à exister. Donc, c'est des gens qui ont fait partie du bureau exécutif à un moment donné, parce que nous, on est venu après. Aujourd'hui, nous, c'est le 10e bureau de la fédération. Donc, des gens ont animé le bureau avant nous. Et donc, c'est de saluer justement leur contribution. Surtout que, il faut préciser, dans le club, c'est du bénévolat. Alors, c'est vraiment du pur bénévolat, mais on sait aussi que c'est bon parce que ça construit l'homme et ça vous prépare à affronter la vie professionnelle, et même que ça fait partie de nos objectifs parce que il faut former des citoyens qui contribuent au développement de leur pays sans forcément attendre quelque chose tout de suite. Et donc, des gens qui se sont sacrifiés
par moments qui ont pris l'air. Quand on est dans le milieu universitaire, c'est peut-être un vélo qu'ils avaient en ce moment, qui pédalait, qui courait partout pour réaliser les activités. On a pensé que tous ceux qui ont fait partie d'un bureau exécutif méritent aujourd'hui qu'on puisse saluer leur effort. Voilà. Et certainement certains qui ne sont pas forcément membres du bureau, j'ai parlé tantôt de partenaires. Nous avons la Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO qui nous accompagne pour nos activités et donc d'autres personnes pour être associées à cette activité. Donc notamment des partenaires. Monsieur Yen, c'est quoi le programme de la soirée? Je vais parler de la nuit des ambassadeurs de paix. Alors, la nuit des ambassadeurs de la paix, c'est une soirée culturelle. Et donc, à l'intérieur, nous allons avoir essentiellement des discours, évidemment, des témoignages. Pour nous, c'est important que les aînés puissent parler à la nouvelle génération en nous racontant ce qu'ils ils ont pu faire, peut-être des anecdotes aussi, des moments difficiles, mais des moments qui construisent. Voilà. Donc ça va être des témoignages, ça va être aussi des prestations artistiques. Et nous profitons aussi pour lancer une collecte de fonds pour soutenir le fonds de soutien patriotique. Voilà, dans l'élan de nos autorités qui ont lancé l'appel dans ces situations difficiles aussi. Et comme nous travaillons essentiellement pour la paix, c'est une occasion pour nous de pouvoir contribuer à la hauteur de de nos moyens, de ce qu'on a pour soutenir notre pays. Alors donc essentiellement le programme, c'est ce que je viens de décliner. Ok. Rappelez-nous, ça va se passer. Alors, l'activité va se dérouler à l'université Joseph Kizerbo. C'est le samedi 1er février à partir de 18h, voilà, 18h00, dans la salle P-Sud de l'université Joseph Kizerbo. Donc c'est ce samedi en fait, ce week-end. Madame Napon, combien de personnes seront faites ambassadeurs de paix? Oui, on a environ 80 personnes qui seront faites ambassadeurs de paix. C'est une grosse soirée, on va le dire. D'accord. Maintenant, quelle est votre invite à l'endroit des étudiants, des membres du club UNESCO, dans les lycées, universités, concernant cette grande nuit, nuit d'hommage, j'ai envie de dire. Oui. Bien, ce que nous voulons dire, c'est inviter tous ceux, il y a des gens des clubs UNESCO que nous-mêmes ne connaissons pas et nous espérons qu'à travers cette antenne, ils pourront nous entendre. Donc, nous les invitons tous ce samedi 1er février à partir de 18h à célébrer avec nous les 50 ans d'existence des clubs pour l'UNESCO du Burkina Faso, qui ont beaucoup fait également. Et je profite pour dire que les clubs, la fédération à travers les clubs a été faite chevalier de l'ordre du mérite Agrafes Jeunesse. Et elle a aussi eu le prix messager de la paix décerné par l'ONU également. Voilà, donc ça dénote un peu de la force des actions que nous avons menées dans le temps. Voilà. Donc 50 ans plutôt bien remplis, mais en termes aussi de ce que vous avez pu avoir, vous dévanciez vous, j'ai envie de dire, parce qu'à 50 ans, ce n'était pas vous. Vous êtes le 10e bureau, vous l'avez dit. Mais en termes de bilan, est-ce que quand même on peut dire que la voie est bonne? Oui, en termes de bilan, on peut dire que la voie est bonne. Elle est très bonne. Et là, nous remercions ceux qui ont construit ce mouvement-là. 50 ans, c'est peut-être deux éléments que je peux relever, parmi tant d'autres. C'est la contribution à la formation d'un citoyen burkinabé responsable. Ils sont aujourd'hui dans les administrations publiques et privées du Burkina. On les retrouve partout.
grâce à la formation qu'ils ont reçue, j'ai parlé de bénévolat, des gens qui sont formés, par exemple, à faire la rédaction de documents, alors que on n'apprend pas forcément ça dans les amphithéâtres. Souvent, les mouvements sont des clubs, les mouvements sont des occasions pour apprendre à rédiger un projet, exactement. Et donc, aujourd'hui, c'est des travailleurs consciencieux que les clubs ne sont formés, qui sont dans les administrations du Burkina. Deuxième élément que je peux noter en termes de bilan, c'est aussi une contribution à la protection de l'environnement à travers justement les camps chantiers internationaux de reboisement qui sont organisés chaque année par les clubs UNESCO. Et il y a des reboisements qu'on a fait dans certaines localités du Burkina. Et aujourd'hui, nous pensons que les clubs UNESCO ont contribué beaucoup à reverdir le couvert végétal de notre pays. Donc en termes de bilan, j'ai dit que je prends ces deux-là seulement, mais la voie en tout cas est bien tracée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Rappelez-nous la date de l'activité et puis le lieu. Alors, on rappelle la date de l'activité, c'est le samedi 1er février 2025, 18h00. Dans la salle PC de l'université Joseph Kizerbo. Nous attendons tout le monde, nous attendons les étudiants, nous attendons les Burkinabés à venir célébrer la paix avec nous dans ces contextes où notre pays a vraiment besoin de ça. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous également, Madame Napon, d'être passée. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Et nous sommes ravis de retrouver Olivier Kaboré de Jurista Sans Frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Merci à toi d'être là. Alors, le thème d'aujourd'hui, l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Quand on entend comme ça, on peut ne pas comprendre. Mais voilà pourquoi on développe ce thème-là. Avec l'explication, certainement, on va savoir de quoi il s'agit. Okay. Qu'est-ce qu'il faut entendre par appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, Olivier? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui est déjà un délit réprimé par notre droit positif. Si vous voulez, c'est un délit sanctionné par la loi. Et quand on prend les dispositions de l'article 611-23, toute personne qui trouve une chose et se l'approprie sans chercher à donner l'information à l'autorité compétente ou au propriétaire peut être poursuivi pour appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Okay. En termes tout simples, ça veut dire que quand vous retrouvez une chose sur la voie publique ou quand quelque chose vous arrive ou vous parvient fortuitement ou par le plus grand des hasards, et que au lieu de chercher à restituer cette chose au propriétaire, vous décidez de la garder ou de vous cacher avec cette chose-là pour bénéficier des fruits de la chose ou même pour garder la chose, vous commettez ce qu'on appelle une appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Ok. D'accord. Pour faire clair encore, Olivier, par exemple, notre réalisateur du jour, Noufou Bonkungu, sort devant sa cour ou marche dans son quartier et donc aperçoit par exemple un sachet. Il ramasse le sachet, donc il y a certainement un jean et puis une chemise là-bas. Tranquillement, il rentre chez lui avec ça. Est-ce qu'il commet une infraction? Oui, monsieur Noufou commet une infraction. Monsieur Noufou commet un délit parce que déjà quand vous retrouvez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous savez forcément que c'est quelqu'un qui a égaré cette chose-là dans votre cour. La première des choses à faire, c'est pas de garder cette chose puisqu'elle ne vous appartient pas. Donc vous ne pouvez pas la prendre et au lieu de chercher à donner l'information au propriétaire ou à l'autorité compétente, vous décidez de la garder, de la ramener chez vous et peut-être de porter ce guine-là le week-end pour aller faire le show. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Mais si c'est quelque chose de banal, je sais pas moi, une petite chose comme ça, qui coûte pas cher. Oui, la propriété est sacrée. Ah. Donc, même si c'est quelque chose qui coûte 5 francs, oui, si c'est pas à vous, il faut éviter de vous l'approprier.
D'accord. Sinon, la possession devient frauduleuse. Je souris parce qu'à la rédaction, ici, il y a trop d'appropriation frauduleuse de stylo. Quand tu déposes ton stylo à la rédaction, après, tu ne le retrouves pas. Ouais. Bon, c'était juste pour taquiner mes collègues de la rédaction. Alors, Olivier, donc, on comprend que, en fait, quand on ramasse quelque chose qui ne nous appartient pas, on ne doit pas garder parce qu'on commet une infraction. Tout à fait. Mais qu'en est-il de l'argent? Parce que ça, là, c'est difficile, hein, parce que tu sors dans la rue, tu vois de l'argent, tu vas demander à qui, en fait. Et puis, ou les virements. Souvent, tu es là, tu n'as rien demandé, et puis tu aperçois un virement au niveau de ton compte mobile money ou en banque. Alors, il faut savoir à ce niveau qu'on a un principe tiré de l'article 1235 de notre code civil qui dit que tout paiement suppose une dette. Donc, si on vous a envoyé de l'argent qui ne vous appartient pas et qu'il n'y a pas de dette, la personne vous doit rien et que la personne vous a envoyé de l'argent par erreur, vous êtes obligé de restituer cet argent-là à la personne, puisqu'il n'y a pas de dette. C'est sur la base de quoi vous allez consommer ou vous allez utiliser cet argent. Moi, par exemple, je vous envoie de l'argent, je vous dis, voilà, c'est parce qu'on a eu à faire ceci que je vous envoie de l'argent. Ou bien c'est parce que je suis content de vous que je vous envoie de l'argent. Mais quelqu'un qui se trompe, qui vous connaît, même pas aujourd'hui ni demain, qui vous envoie de l'argent par erreur et vous décidez de prendre l'argent pour bouffer parce que pour vous, c'est l'occasion du siècle, c'est un cadeau de Dieu. C'est la chance. Non, vous commettez un délit et c'est ce qu'on appelle l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Généralement, pour l'exemple que vous avez pris avec la banque, surtout pour ceux qui sont clients de la banque, ils ont la possibilité de récupérer leur argent. Et je pense que beaucoup de personnes en ont fait les frais. Si tu as récupéré et puis après... Oui, si tu as pris, par exemple, si la banque se trompe et qu'elle vous envoie de l'argent, en principe, c'est pas votre argent. Oui. Au lieu de signaler à la banque ou de laisser la banque récupérer son argent, vous décidez de consommer l'argent. La banque va vous le faire sentir au fait après. D'accord. On prend autant d'exemples pour que les gens sachent dans quelle situation on parle d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Intéressons-nous à l'élevage, par exemple. Oui, honnêtement, moi, ce sujet-là, cet exemple-là me peine parce que moi, on a volé... on a volé le cabri de mon fils comme ça, il est sorti et puis il n'est plus revenu, alors que c'est vraiment dommage. Donc par exemple, pour le cas de l'élevage, et voilà, par exemple, un éleveur qui aperçoit, qui se rend compte qu'il y a des animaux qui ne lui appartiennent pas, qui se sont ajoutés en fait à son bétail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà... Vous-même, vous avez dit tout de suite que l'animal n'appartient pas à l'éleveur. À partir du moment que ce n'est pas votre animal, il faut tout de suite chercher à trouver le propriétaire. Sinon, si vous gardez l'animal pas devant vous, même si vous utilisez des moyens pour nourrir l'animal ou voilà, pour prendre soin de l'animal, quand le véritable propriétaire va savoir que son animal est avec vous, il va venir le chercher et il peut même vous créer des problèmes par la suite. Donc, ces cas sont légion, surtout dans le domaine de l'élevage. Quand les animaux sortent pour pâturer, au retour, d'autres animaux peuvent se mêler. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, du coup, c'est des cas souvent difficiles. Et souvent, quand les éleveurs ne se comprennent pas, ça peut finir au drame. Parce que souvent, c'est vraiment pas simple. Voilà. Mais la solution, ou du moins, quand vous constatez cet état de fait, il faut chercher à restituer l'animal à son propriétaire, surtout si vous connaissez le propriétaire. Maintenant, si on ne connaît pas, est-ce qu'on peut vendre l'animal au lieu de garder? Oui, ça aussi c'est une erreur, puisque c'est pas pour vous. Tant que la chose ne vous appartient pas, l'animal ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas vendre la chose, vous ne pouvez pas vendre l'animal puisque c'est pas pour vous. Je ne peux pas vendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Voilà. D'accord. Autre exemple qui est aussi d'actualité, c'est notamment en fait les mauvais transferts, si on peut les appeler comme ça. Vous pouvez recevoir souvent des transferts mobile money, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des unités simples. Est-ce que quand même pour ces cas, on peut les utiliser?
Nous sommes toujours dans le même cas. Nous sommes toujours dans le même cas et quand vous recevez des unités par erreur ou quand vous recevez un transfert par mobile money par erreur, il faut éviter d'utiliser que ce soit les unités ou l'argent. Parce que si vous les utilisez, vous vous exposez, ou du moins vous pouvez vous exposer à des sanctions, puisque ces unités, que ce soit ces unités ou l'argent, ne vous étaient pas destinés. Voilà. Donc, si vous les utilisez, vous commettez encore ce délit-là qu'on appelle appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. D'accord. Et souvent, je souris parce que souvent, il y a certains transferts, hein, Olivier. Si tu reçois un 125 dans un de tes réseaux, il faut restituer. Oui, parce que ça ne vous appartient pas. Bah. Surtout si la personne vous réclame cette somme, il faut trouver les voies et moyens pour restituer la somme à la personne. C'est vrai, par exemple, souvent, quelqu'un peut se tromper, il peut vous envoyer, je prends un exemple, 2000 francs. Et vous savez que pour restituer les 2000 francs, il y a des frais qui de 20 francs, par exemple, pour l'autre réseau. Donc, ça ne gêne pas. Vous lui envoyez ce que vous avez reçu, même s'il y a des frais qui se coupent. Il n'y a pas de souci, c'est lui qui assume son erreur. Mais quand vous décidez de garder ça par devers vous, là, vous commettez une infraction. Je pense que cette semaine ou la semaine passée, si je ne me trompe pas, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a communiqué sur un cas comme ça, quelqu'un qui a reçu de l'argent et qui a refusé de remettre l'argent. Et les gens pensent que en coupant leur téléphone ou en enlevant la puce, on ne peut pas les retrouver. Ils ont mené les enquêtes propres. Tout à fait. Ils ont retrouvé cette personne. Je vais parler de la BCLCC. C'est un de nos partenaires d'ailleurs. Ils ont retrouvé cette personne et puis ils ont communiqué. En fait, c'est arrêté et puis déféré, quoi. Vraiment, je tire mon chapeau à cette brigade et c'est l'occasion pour moi ici de saluer tout le travail qu'il avait plutôt ces policiers-là sur le terrain et aussi demander à l'État vraiment de mettre les moyens qu'il faut pour ces braves travailleurs afin qu'ils puissent nous protéger parce que nous sommes dans un monde qui évolue vite et les nouvelles techniques de communication sont en train de prendre le dessus et vraiment il faut que cette brigade-là soit aux aguets et soit ait les nouvelles les nouvelles techniques ou les nouveaux matériels technologiques tout à fait qui pourront utiliser pour nous protéger. Mais déjà avec ce qu'on voit sur le terrain, on apprécie vraiment parce que aujourd'hui, quand vous commettez une infraction par le biais des nouvelles techniques de communication sur Internet, on vous retrouve en un temps record. Et c'est plus une question de mettre des faux profils pour se cacher derrière des écrans pour insulter ou pour commettre des infractions. Rapidement, on met la main sur vous et le problème est réglé. J'ouvre la petite parenthèse, je sais que j'ai assisté une femme au sein de la BCLCC justement, et puis c'était une histoire de transfert mobile money, et bon, le malin pensait qu'il était caché quelque part dans sa boutique là-bas, mais on a retrouvé, à sa grande surprise, nous on allait le trouver là-bas, et puis on a dit, écoutez, vous avez récupéré de l'argent sans suivre les normes et tout, il a dû rembourser. Voilà. Donc, on ne peut pas se cacher ici. Tout à fait. Alors, on revient sur le thème de l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, Olivier. Donc, est-ce que quand on observe ce comportement, tous ces comportements qu'on a cités, est-ce qu'on peut parler de vol aux yeux de la loi? Alors, pour dire vol, ça sera un peu difficile parce que la définition du vol est différente de la définition de l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. On parle de vol à chaque fois qu'il y a une soustraction frauduleuse. Ça veut dire que la personne se cache pour soustraire, pour prendre votre bien. Ou la personne vous fait la force, par exemple, pour récupérer votre bien. En ce moment, on peut parler de vol. Mais on parle d'appropriation frauduleuse quand la personne ne fait pas un effort pour prendre votre bien. C'est-à-dire, je suis assis à la maison et je reçois fortuitement ou par le plus grand des hasards un transfert de crédit. Ou je suis en train de faire mon jogging dans la voie publique, ou du moins sur la voie publique, et je vois, par exemple, l'exemple que vous avez donné, un sachet avec des habits. Je le prends et en ce moment, je commets une appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Je ne pars pas subtiliser la chose ou soustraire la chose. La chose vient à moi. C'est la possession que j'en fais après qui devient illégale au fait. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
lorsqu'on on voit en fait une chose qui ne nous appartient pas, ou si quelque chose nous parvient par le hasard, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand vous retrouvez des objets ou des choses sur la voie publique qui ne vous appartiennent pas, ou quand vous recevez par erreur de l'argent qui ne vous appartient pas, la première des choses à faire, c'est de restituer cette somme ou cette chose que vous avez trouvée au propriétaire, surtout si vous le connaissez. S'il y a des indices qui peuvent montrer quel est le professionnel. Par exemple, quand vous retrouvez un sac dans lequel il y a, par exemple, une carte d'identité où vous pouvez aisément reconnaître le propriétaire, vous pouvez appeler la personne et lui restituer son sac. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand vous ne connaissez pas le propriétaire, ce que vous devez faire, c'est donner l'information aux autorités compétentes. Et quelles sont ces autorités compétentes? Vous pouvez aller à la police, ils ont une section qu'on appelle objets retrouvés. Vous pouvez aussi aller à la mairie, ils ont cette section-là. Vous pouvez donner l'information. Et l'autorité compétente peut décider de récupérer la chose. Par exemple, quand vous retrouvez des animaux, vous pouvez aller au niveau de la mairie, exposer la situation. Ils peuvent décider de reprendre les animaux avec eux ou décider de vous dire, ah bon, allez-y avec, et puis bon, quand le propriétaire va se manifester ou quand on va connaître le propriétaire, on vous fera signe pour que vous puissiez faire la restitution. Donc, toutes ces actions sont possibles, mais évitez de garder ces choses par devers vous parce que ça peut vous créer des problèmes après. Et si après l'autorité ne retrouve pas en fait le vrai propriétaire ou le propriétaire tout simplement? Alors, de principe, tout ce qui n'a pas de maître appartient à l'État. Moi, je retrouve. Je viens vous donner. Vous ne trouvez pas le propriétaire et c'est l'État qui l'État, c'est nous tous. Il faut que la chose ça. bénéficie à la communauté, à la société. Et en principe, tout ce qui n'a pas de maître appartient à l'État. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cas, des circonstances ou des contextes dans lesquels, et selon l'objet, il y a la possibilité qu'au bout d'un certain temps, généralement 3 ans, si le propriétaire ne se manifeste pas, qu'on puisse permettre à la personne qui a retrouvé la chose d'être le propriétaire. Est-ce qu'il y a des risques aussi de se faire arnaquer lorsqu'on décide de restituer la chose, surtout dans le cas des transferts? Oui, je pense que c'est ce risque-là qui fait généralement que les gens évitent. Par exemple, quand c'est les transferts par mobile monnaie, de restituer la somme. Parce que ils ont tellement été arnaqués et il y a des personnes vraiment qui se croient très malins et qui utilisent ces techniques-là pour arnaquer les gens. Et les gens ont souvent peur de retransmettre l'argent, de peur de transférer aussi leur argent en plus. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, si vous avez peur de manipuler votre téléphone, il faut dire seulement à la personne si elle vous appelle, ou vous pouvez même l'appeler, vous lui dites d'aller dans une agence selon le service de mobile monnaie qui vous a envoyé le message et demander à ces services-là de couper juste. Ça, c'est possible. Oui, ça veut dire vous ne manipulez pas votre téléphone, mais vous lui dites voilà. Allez-y récupérer parce que je n'ai pas touché à l'argent. Tout à fait. Ouais, et vous vous assurez aussi de ne pas toucher à l'argent parce que si vous enlevez quelque chose, ils ne pourront plus faire la restitution. Donc vous laissez l'argent tel et ils peuvent aller au niveau, la personne si elle est de bonne foi, elle peut aller au niveau de ces services-là. Ils vont bloquer l'argent et lui retransmettre son argent. Ça, c'est le premier point. Vous-même, vous pouvez vous rendre au niveau de ces services-là, exposer la situation et ils vont juste bloquer et restituer l'argent. Donc, vous n'avez pas besoin de manipuler votre téléphone ou de mettre des codes qui pourra après vous créer des problèmes. D'accord. Maintenant, souvent aussi pour le cas des objets retrouvés, par exemple pour le cas de portefeuille, si vous retrouvez un objet qui se trouve après que l'objet a été volé et que vous partez à la police pour remettre, est-ce que vous ne risquez pas de vous créer des problèmes? Parce que vous, à la base, quand vous retrouvez l'objet ou le portefeuille, vous ne savez pas qu'il est volé. Mais bon, après, si vous partez à la police et que la personne était venue faire une déclaration, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des problèmes? C'est une très belle question parce que c'est ce point-là qui fait que personne ne veut dénoncer ou du moins se donner l'information quand généralement on retrouve des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure pénale est complexe et respecte des principes. C'est pas parce que vous avez retrouvé un sac
qu'on va vous accuser d'avoir volé le sac. C'est vrai pour les raisons de l'enquête, parce que ceux qui font l'enquête, quand ils trouvent des indices concordants qui peuvent vous relier à l'infraction, ils peuvent vous interpeller pour essayer de comprendre. Donc, à ce niveau, c'est pas parce qu'ils vous ont demandé ou parce qu'on vous a gardé en vue que vous êtes coupable. Donc, la plupart du temps, quand des événements comme ça se produisent, les gens ont peur d'aller à la police. Mais bon, quand vous ne vous reprochez de rien, bon, ça n'a pas de sens au fait. Parce que vous pouvez aller remettre et après, bon, même si on vous pose des questions, c'est pas forcément pour vous créer des problèmes. Et je trouve que c'est normal, c'est logique, c'est la procédure normale. Et ça ne doit pas empêcher les gens d'aider les autres. Parce que souvent, moi, je prends mon exemple, j'ai perdu mon sac avec pas mal de documents dedans. Et il y a un monsieur qui a retrouvé ça et il est allé donner à la police. Et la police qui s'occupe de la circulation, là, la VP, au niveau du feu de Binsgué. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer ces policiers qui ont fait preuve d'intégrité à mon égard. Parce que ils pouvaient ne pas prendre, ou du moins, comme ils étaient en plein boulot, ils pouvaient trouver d'autres voies et moyens par rapport au monsieur et ne pas récupérer. Mais ils ont récupéré la CNIB, par exemple, et ils m'ont appelé. Quand je suis arrivé, on m'a demandé avec quoi et quoi, j'ai expliqué. Mais bon, on a vu totalement que le monsieur n'avait rien à se reprocher par rapport à ça. Lui aussi, il a vu la CNIB et il a voulu juste rendre service. Donc, la peur d'être confronté à la procédure judiciaire ne doit pas être un frein par rapport à ce genre d'acte. Et pour terminer, Olivier, on risque quoi concrètement pour ce délit d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui? Alors, sans débat, vous avez 2 à 1 année. Et puis une amende qui peut aller de 250 000 à 1 million. 2 mois à 1 année de prison? Oui, 2 mois à 1 année de prison, avec une amende qui peut aller de 250 000 à 1 million. Et il faut savoir que même si on vous fait tout ça, même si on vous donne toutes ces sanctions-là, ce que vous avez bouffé là, vous allez restituer. Et la victime, si elle estime avoir subi des préjudices parce que vous avez gardé sa chose par devers vous pendant longtemps, elle pourra demander au juge de vous demander de la dédommager. Voilà. Donc, pour avoir retenu peut-être 1 million ou 2 millions, vous exposez et votre vie et vos ressources, alors que bon, il suffisait juste d'appeler la personne, lui remettre son argent. Peut-être que dans ça même, bon, elle va vous donner quelque chose ou ça va créer un lien entre vous qui pourra vous profiter de. Les relations sont importantes. Tout à fait. D'accord. Merci en tout cas pour ce thème, Olivier. On a beaucoup appris. Et puis voilà, dorénavant, quand on ramasse quelque chose qui ne nous appartient pas, il faut aller remettre à la police ou appeler la personne pour remettre à la personne lorsque vous avez l'opportunité. Donc, il ne faut pas garder ça avec vous. Merci bien. Alors, on s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui parce que le temps imparti est terminé. Rendez-vous demain jeudi pour d'autres aventures. Portez-vous bien et on se dit que